Sur l'abstention, c'est un constat. Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport aux résultats qui ont été proclamés. Pour La République En Marche, nous devons accepter ces résultats. Certes, nous espérions faire mieux, mais vous dites sans précédent. Mais il y a aussi une information qu'il faut donner, c'est que nous n'avions pas d'existence avant. Donc déjà d'avoir des élus sur le territoire, eh bien on peut considérer que c'est un début pour nous. Et puis vous parlez beaucoup des grandes villes, mais il faut aussi parler des territoires. Ah bah oui. Moi, je suis dans le centre-Var. Dans le centre-Var, ça n'a pas été un échec. Brignoles, donc on a soutenu une liste, les Républicains, où il a gagné au premier tour 75%. Mais on a également sur d'autres communes, nous sommes arrivés à faire reculer le Rassemblement national. Donc il faut aussi faire preuve aussi d'humilité en ce sens-là. Quand vous êtes à la remorque de la droite, oui, la droite gagne. Parce que c'est un choix qui a fait. Non, mais j'ai la même chose du côté d'autres communes où là, ça sera la gauche, ou alors La République En Marche. Mais il faut faire preuve d'un peu plus encore une fois, d'analyse précise. Ce que je peux aussi constater au niveau des communes qui sont plus rurales, c'est que les anciens partis ont été écartés. Ce sont de nouveaux profils. Nous avons des personnes qui n'avaient jamais fait de politique, une présidente d'association, un kiné, enfin qui sont dans des communes. Ils se retrouvent maires et c'est une très bonne chose parce qu'on voit qu'il y a toujours l'empreinte de 2017 qui recherche des profils nouveaux. Avant de rejoindre Mickaël Delafosse, qui sera le futur maire de Montpellier, Éric Brunet, vous voulez réagir? Sur les socialistes, moi je crois qu'effectivement on parle beaucoup de cette vague verte et on a raison de le faire. Néanmoins, il y a plusieurs gagnants. Il y en a au moins 3. Les socialistes vont plutôt pas mal au regard de ce qu'on dit du Parti socialiste. Moi, le premier, depuis 2 ans, on dit qu'ils ont disparu complètement de la surface de la Terre, ils n'existent plus. Bon, là, ils nous rappellent que la droite, la gauche, d'abord, ça existe toujours, contrairement à ce que pensait Macron, et c'est plutôt un succès des socialistes. C'est un grand succès des Verts, mais c'est aussi un succès des socialistes. Et puis, rappelons-le, la droite. Pardon, mais on saura le pourcentage exact aujourd'hui, mais 62, 63, 64% des villes de plus de 9000 habitants dans ce pays sont administrées par les Républicains ou par un parti allié des Républicains. Donc moi je vois quand même trois vainqueurs. Les socialistes, ça vient d'être dit. Les Verts, bien évidemment, c'est une évidence. Mais la droite, qui ne le dit pas avec suffisamment de vigueur, qui est quand même la patronne aujourd'hui au niveau des municipales. Elle a perdu Bordeaux, Marseille, Perpignan, Annecy, Chambéry. Oui, mais elle a gagné Lorient, Saintes. Et ses présidentiables au régional, Bertrand Pécresse-Wauquiez, sont très menacés. Parce que ce qui s'est passé comme composition, bon courage pour les régionales. Oui, mais 65% des villes de plus de 9000 habitants. Parce que 2014 avec un millésime exceptionnel. Mais deux tiers des villes. C'est-à-dire que vous prenez tous les partis, vous les additionnez, ils n'arrivent pas au tiers de ce qu'a gagné la droite. Donc ça demeure quand même une victoire. Bonjour Mickaël Delafosse, merci d'être avec nous. Vous êtes le futur maire PS, Europe Écologie Les Verts de Montpellier. Sauf erreur de ma part, 65% d'abstention à Montpellier. Vous avez l'impression d'être légitime ce matin ? Écoutez, j'ai obtenu 47% des suffrages dans ce que sur votre chaîne vous avez souvent qualifié de campagne folle de Montpellier. Non. Pour ce qui nous concerne, nous avons été sérieux. Nous avons parlé du projet pour notre ville et on l'a fait sans polémique, sans outrance. Et le résultat est celui-là. Bien sûr, des gens se sont abstenus et la crise sanitaire pèse. Et je ne veux surtout pas blâmer ceux qui ont eu peur. Et j'espère que nous allons en sortir. Et puis, il y a aussi des citoyens qui sont un petit peu désabusés, notamment parce que parfois, ils assistent à un triste spectacle de ceux qui changent de camp pour essayer de sauver leur intérêt électoral. Et ça crée du désenchantement. À Montpellier, je me réjouis que cela ait été très sévèrement battu. Mickaël Delafosse, cette vague verte dont on parle ce matin, vous l'analysez comment? Écoutez, moi je crois que la vague est la vague de 2 valeurs. Celle de l'exigence de solidarité qui doit être indissociable de l'exigence d'écologie. Moi j'ai 43 ans, je suis père de 2 enfants, 11 et 6 ans. Montpellier est au bord de la mer et chaque année nous constatons que le trait de côte recule. Chaque année, nous vivons des épisodes caniculaires, de plus en plus importants. Des épisodes cévenols, de pluie, forte pluie, dont vous vous rendez compte parfois, de plus en plus importants. Donc la question écologique doit être au cœur de nos politiques publiques. Mais elles ne doivent pas être dissociées des enjeux de solidarité, de lutte contre les inégalités, d'accompagnement des plus fragiles. Et donc, cette élection municipale, elle consacre finalement la victoire du rassemblement
de ceux qui ont su concilier ces deux idées, solidarité et écologie. Je constate que je vais avoir de nouveaux homologues qui ont, un petit peu à l'image de la vague des maires de 1977, qui avaient été entrés dans leur époque où il fallait une politique culturelle, une politique sportive. Aujourd'hui, on ne peut pas constater le dérèglement climatique et ne pas agir au niveau local. Et donc, c'est une place accrue aux pistes cyclables, comme le fait de manière remarquable Anne Hidalgo à Paris, aux piétons, pour que les enfants retrouvent un chemin des écoliers apaisé. À Montpellier, nous avons défendu et nous mettrons en œuvre une grande idée, la gratuité des transports, comme à Dunkerque, forme de réponse aux jeunes qui marchent pour le climat, de leur dire « nous agissons pour le climat », mais une réponse de solidarité à l'égard de ceux et de celles qui n'arrivent pas toujours à vivre de leur travail, aux retraités qui ont des petites pensions et qui aspirent à vivre dignement. Voilà ce qu'est le sens de cette vague-là. Et puis une vague d'action pour que nos territoires changent et que nous soyons à la hauteur des défis du siècle, et le changement climatique en est un de majeurs, comme celui de l'accroissement des inégalités. Merci Mickaël Delafosse d'avoir eu le temps de répondre à nos questions ce matin en direct sur BFM TV. La République En Marche, donc sans grande surprise, il faut bien le dire, grande perdante de ces municipales, à quelques exceptions près évidemment. Et puis ce que l'on constate aussi ce matin, c'est que les membres du gouvernement ne s'en sortent finalement pas si mal, à l'image d'Édouard Philippe au Havre, Perrine Vasque. Oui, absolument. Les résultats sont nets au Havre. Ce sont les mots d'Édouard Philippe hier. Et effectivement, il a obtenu près de 59% des voix, le Premier ministre. Alors si sa victoire était ici un scénario hautement probable, elle n'était pour autant pas jouée d'avance, parce que l'opposition de gauche est particulièrement virulente ici au Havre. Mais son opposant communiste n'aura pas réussi à mobiliser son électorat. Alors désormais, la question pour Édouard Philippe, c'est son avenir national. Il a quitté assez tôt ce matin le Havre. D'ici quelques minutes, il va rencontrer le président de la République. Un de ses proches me disait hier soir que cette semaine serait fatidique pour le Premier ministre. Il serait enfin fixé sur son sort. Le président devrait lui dire ce qu'il compte faire. Pourquoi ? Parce que le conseil municipal havrais doit élire son maire le week-end prochain. Édouard Philippe devra donc savoir quelle position prendre. Et puis effectivement, du côté des Havrais et des Havraises, on nous explique, pour certains, c'est assez mitigé, qu'ils souhaitent retrouver leur maire, et d'autres qu'ils souhaitent continuer à avoir la fierté de dire que leur maire est Premier ministre. Merci Perrine pour toutes ces précisions. Je voudrais rebondir sur ce que disait Mickaël Delafosse, mais lui analyse cette victoire comme une victoire pas tellement idéologique, mais plutôt un besoin de changement des électeurs. Mais malgré tout, cette abstention, ce vote pour les écologistes un peu partout en France, est-ce que c'est un message adressé aussi à Emmanuel Macron ? L'abstention, ça fait quand même des années, ça fait plusieurs années que l'on voit que ça augmente. Enfin, là, on est à 60% d'abstention quand même, c'est pas juste ça augmente un tout petit peu. Moi aussi, ça m'inquiète. Si c'est la question, oui, ça m'inquiète, parce qu'on voit bien que les citoyens n'ont plus envie et se désintéressent de la politique, et qu'il y a une véritable défiance à l'égard des politiques. Donc il faut qu'on travaille tous là-dessus collectivement. Maintenant, il y avait quand même un contexte sanitaire particulier, donc il faudra voir sur les prochaines échéances ce que cela va donner. Pour rebondir également sur ce que vous venez de diffuser, mais il faut aussi voir que le gouvernement, finalement, avec la politique menée, politique quand même orientée par le président de la République, a donné lieu à des succès, puisque le Premier ministre a bien réussi, M. Darmanin a bien réussi, M. Lecornu a bien réussi, donc il faut quand même aussi mettre toutes ces personnes-là en avant, nos soutiens également. Donc sur certaines communes, on voit bien qu'il n'y a pas eu non plus une mise à l'écart de la politique menée actuellement. Donc entendons en effet cet appel à l'écologie, cet appel à certaines priorités au niveau des citoyens, mais tenant compte aussi de la globalité des résultats. En quelques mots seulement, il doit rester à Matignon, Édouard Philippe, ou pas ? Écoutez, pour nous, ça a été Non, mais pas pour nous, pour vous, oui ou non ? Pour moi, il a toute sa place, en effet, encore à Matignon, mais il faut voir si encore remaniement, une fois, ça doit être sans lui, c'est ce que vous dites. On doit aussi respecter ses projets à lui. Vous savez pertinemment qu'il tient énormément à sa commune, et il faut voir aussi l'envie du président de la République. Mais en tout cas, le travail effectué pendant les 3 ans ne justifierait en rien un écart du Premier ministre, tout à fait. Certains disent c'est l'arbre qui cache la forêt à Perpignan. Nette victoire de Louis Alliot du Rassemblement national. Jean-Wilfried Fourcas, vous êtes sur place.
Oui, cela faisait très exactement, Thomas, 61 ans que la droite était au pouvoir ici à Perpignan, avec 3 maires de droite qui se sont succédés ici à l'occasion de leur mandat. Hier soir, Louis Alliot a battu le maire sortant Jean-Marc Pujol, maire LR. Ici, il n'y a pas eu de front républicain. La 4e tentative de Louis Alliot a donc été la bonne pour conquérir la mairie. Il est le premier maire Rassemblement National qui est à la tête d'une mairie de plus de 120 000 habitants. Louis Alliot veut une ville plus sûre. Il va donc s'attaquer ici à l'insécurité. Il veut également la prospérité. Il va donc s'attaquer au commerce de centre-ville. Il veut aussi moins de précarité. Il va créer de nouveaux logements. C'est la victoire du changement, a martelé hier soir Marine Le Pen, son ancienne compagne, présidente du Rassemblement National. Merci Jean-Wilfried pour ces précisions. Le Rassemblement National et la France Insoumise, sauf erreur de ma part, ne profitent pas de ce scrutin. Vous l'expliquez comment, vous, Rachid Temal? Pour l'Assemblée nationale, moi, je regrette leur victoire à Perpignan, mais je note qu'il y a plusieurs villes qu'ils avaient prises en 2014 et qu'aujourd'hui on a pu récupérer, que ce soit les Républicains ou nous-mêmes. Donc je pense qu'il faut mener le combat et je crois que le débat que nous avons actuellement sur la question du racisme, la question de discrimination, doit être aussi un des éléments qu'on doit rappeler parce que ce parti-là est un parti qui a une philosophie raciste, je le redis. Sur la République en marche et Édouard Philippe, je peux même dire un mot. Bien sûr. Parce que moi, je suis dans l'opposition, donc je n'ai pas tranché, mais enfin... les électeurs, ils ont rejeté la politique du gouvernement. D'ailleurs, vous regardez bien, il n'y avait pas de candidat dit soutenu par Macron. Il n'y avait pas. Donc personne ne voulait se référer à Macron. Et si ça, c'est une tendance générale. Les logos, on les voit de moins en moins sur les affiches. Vous le savez. Moi, je sais bien quand on fait une présidentielle, quand le candidat est très, je dirais, il peut faire gagner, on le met sur l'affiche, ça fait gagner des voix. Bon, donc on le fait pas, c'est qu'on veut pas. Bon, mais par contre, si c'est pour avoir Édouard Philippe et au-delà des annonces de cet après-midi là sur le climat, on nous reparle du retour de la retraite, du projet de retraite, ça va poser problème. Parce que ça fait depuis 2017 qu'à tous les 6 mois il y a une crise et que le président nous dit je veux me réinventer, je veux faire un virage. Mais pour l'instant, la politique libérale continue. Je vous l'ai dit, sur les retraites, sur la question de l'assurance chômage et d'autres. Donc c'est un vrai souci. Et donc si le gouvernement n'entend pas, effectivement, les prochains scrutins... Et je terminerai par un dernier point. Je suppose que maintenant, le président va arrêter son projet de tripatouillage électoral pour faire reculer les élections départementales et régionales prévues en mars prochain, parce qu'il a pris une claque hier soir. Donc là aussi, faisons attention, il ne faudrait pas dire à la fois il y a trop d'abstentionnisme, quand le pouvoir veut essayer de tripatouiller les élections pour les reculer de près de 2 ans. Je le dis aussi. Et les annonces d'Emmanuel Macron, ce ne sera pas... elles n'auront pas lieu cet après-midi, elles auront lieu à 11h30, parfait, évidemment. Et vous pourrez les suivre en direct sur BFM TV. 10h22, une toute petite pause, on se retrouve juste après. Bientôt 9h30, merci d'être avec nous, le live BFM, tout savoir, tout comprendre. Les principales infos, ce lundi, une percée historique pour les Verts, un fiasco pour la République en marche, la droite et le Parti Socialiste qui sauvent les meubles, une première ville moyenne pour le Rassemblement National et une abstention record, les municipales et toutes leurs conséquences. Emmanuel Macron, l'écologiste, le chef de l'État dévoile ce matin ses réponses aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Elles seront fortes, assure l'Élysée, une certitude. Elles seront à suivre en direct sur notre antenne à partir de 11h30. C'est dans 1 heure. Et puis un couple face à son destin, à la justice et à ses travers. François et Pénélope Fillon pourraient être fixés sur leur sort ce lundi, sauf si le jugement était reporté. C'est ce que demandent leurs avocats après les déclarations tonitruantes de la procureure en charge du dossier. Une vague verte, un parti présidentiel qui fait grise mine et une participation dans le rouge, rouge écarlate même. Tout ce que vous devez savoir sur le 2e tour des élections municipales ce matin et sur ses conséquences, évidemment. Pour commencer, on se rend dans la cour du palais de l'Élysée où nous attend Alexis Cuvillier pour le live BFM et où le Premier ministre Alexis vient d'arriver. Exactement, Édouard Philippe arrivé à l'instant directement du Havre ici à l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron, un entretien qui a été annoncé par l'Élysée dès hier soir et qui a été confirmé ce matin. Les deux hommes ont échangé dès hier soir par téléphone. Emmanuel Macron a appelé son Premier ministre pour le féliciter de sa très belle victoire. Je cite, une très belle victoire selon les mots du président de la République qui tranche avec des résultats extrêmement décevants de l'avis même des cadres de la majorité pour la République en marche.
lors de ce second tour des municipales. Les deux hommes sont censés se parler environ une demi-heure, puisqu'à 11h, Emmanuel Macron doit partir à la rencontre des 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Vous pouvez d'ailleurs voir derrière moi sur ces images de Jean-Baptiste Margotta que ces citoyens sont en train en ce moment d'arriver. Beaucoup de fierté pour ces citoyens d'être reçus en grande pompe à l'Elysée pour livrer leurs conclusions directement au président de la République Emmanuel Macron. 150 citoyens de la Convention climat qui sont plus légitimes que jamais pour porter leurs propositions, qui sont raccord avec les convictions de ces élus verts, de cette vague verte hier au second tour des municipales, des propositions dont Emmanuel Macron va forcément devoir tenir compte. Il leur dira s'il décide d'en transférer directement vers la loi et s'il décide bien, comme ils l'ont demandé, d'organiser un référendum autour de certaines de ces propositions. Merci Alexis pour ces précisions. Merci aussi à Jean-Baptiste Margotta pour les images. Ces élections, on en parle ce matin sur ce plateau avec Valérie Gomez-Passac, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, député du Var. Robin Reda, député de l'Essonne, vice-président de Libre. Merci de nous avoir rejoints. Et nos éditorialistes, Pierre Jacquemin, évidemment, Apolline de Malherbe, qu'on ne présente plus. Juste avant de vous entendre, ces élections en chiffres décortiquées par Sandra Gandouin. Ce qu'il faut connaître, c'est avec vous, Sandra. Et pour commencer, évidemment, c'est probablement le chiffre du jour, une abstention record pour ce deuxième tour. 60% au niveau national, Thomas, et localement, cela donne des records. Près de 65% d'abstention à Marseille, 62% à Lyon, 64% à Grenoble. On va voir ce que ça donne concrètement sur le nombre d'habitants. Au Havre, 170 000 habitants, il y a 104 000 inscrits sur les listes électorales. Édouard Philippe a été élu avec 25 000 voix. À Bordeaux, 250 000 habitants, 151 000 inscrits. Pierre Humic a été élu avec 26 000 voix. À Lyon, même tendance, 500 000 habitants, 278 000 inscrits, 105 000 votants. Et Grégory Doucet a été élu avec 57 000 voix, Thomas. La gauche, la droite, l'extrême gauche. On s'intéresse à présent à ce que l'on appelle parfois l'ancien monde. On va commencer avec les résultats à droite. Oui, elle affiche une victoire avec des victoires dans plus de la moitié des villes de 9 000 habitants lors de ces municipales. Toulouse, 3, Meaux, Calais, mais les pertes sont lourdes. Néanmoins, pour la droite qui a perdu Bordeaux après 73 ans de règne, elle peut perdre peut-être Marseille aussi, même si Martine Vassal ne s'avoue pas vaincue et considère qu'il n'y a pas de majorité. La situation devrait se débloquer en fin de semaine. La droite qui perd enfin aussi des villes comme Besançon, Tours ou Chambéry. Quel bilan pour les gauches? Alors la gauche a réussi à conserver Paris, les socialistes. Lille également avec la victoire de justesse de Martine Aubry, 4e mandat sur l'écologiste Stéphane Bally. Mais aussi en Bretagne, Rennes, Brest, Quimper, Nantes. Pas Lorient, attention. Le Mans, Clermont-Ferrand, Dijon, Nancy, Montpellier sont à gauche. Poussée de la gauche aussi à Marseille, on l'a vu, mais la situation doit se clarifier. À noter par ailleurs cette grande défaite des communistes qui perdent Saint-Denis dans le 93. C'est l'une des dernières grandes villes du parti. Quel bilan pour le Rassemblement national? Alors la grande victoire du Rassemblement national, on l'a dit en longueur, c'est Perpignan avec cette victoire de Louis Alliot qui a raflé cette grande ville, la première de plus de 100 000 habitants depuis Toulon en 1995. Le Rassemblement national qui gagne aussi la ville de Moissac dans le Tarn-et-Garonne et Brûlé-les-Bussières notamment dans le Pas-de-Calais, Thomas. Merci Sandra. Et l'un des principaux enseignements de ce deuxième tour des élections municipales, c'est évidemment le coup de force des écologistes à Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grenoble. Écoutez. J'ai toujours su qu'à un moment donné, cette ville finirait par basculer. C'est pour ça que je me suis accroché. Je crois que tout le monde me reconnaît une certaine ténacité et une cohérence politique. Et je pense que cette ténacité, cette cohérence, cette authenticité ont fini par payer. Puis c'était le moment. Moi, je dis plusieurs fois pendant la campagne, cité Victor Hugo en disant rien n'arrête une idée dont le temps est venu. Je pense que le temps de l'écologie est arrivé, pas seulement à Bordeaux, partout. Elle est fondamentale, cette victoire. Elle nous permet d'engager la ville dans la transition écologique. Voilà, les Lyonnaises, les Lyonnais se sont exprimés de manière extrêmement claire. Ils veulent l'écologie pour Lyon. Bonjour Robin Reda, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous retenez de ce deuxième tour? L'abstention record ou ce que l'on appelle depuis ce matin la vague verte? Il y a deux choses qu'on ne peut pas nier. D'abord, la poussée de la préoccupation environnementale dans notre pays, mais qui ne se traduit pas que
par le vote en faveur du Parti écologiste, qui se traduit dans tous les programmes des candidats partout en France, qui ont intégré cette dimension. Et moi, je plaide à droite depuis longtemps pour que l'on s'investisse aussi sur les questions d'écologie. Et je remarque que beaucoup de candidats de droite, de maires qui ont été réélus, n'ont pas démérité sur cette question. Je rappelle qu'il y a eu 2 élections municipales cette année. Il y a eu celle du mois de mars et il y a eu celle du mois de juin, en réalité. Et ce serait une fiction de dire que c'était en réalité un second tour, puisque entre-temps, il y a eu l'épidémie, il y a eu des préoccupations qui sont passées par ici. Et puis, on l'a vu, il y a eu un effondrement de la participation, notamment de certaines catégories de Français. Et moi, c'est ça que je retiens. Je voudrais pas que l'élection des écologistes, je parle de ceux qui sont issus du Parti écologiste, aggrave la fracture territoriale dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas nier que pour certains, la notion d'écologie, c'est l'enfermement des villes sur elles-mêmes dans des petits centres urbains avec un entre-soi d'une certaine catégorie sociale, et ce sont eux qui ont été surreprésentés dans le vote des grandes métropoles notamment. Moi, je ne veux pas qu'on oublie les périphéries, je ne veux pas qu'on oublie les banlieues. Et je demande à celles et ceux qui auront les responsabilités de nos villes, de nos métropoles demain, de faire attention à cet équilibre territorial entre les Français, parce qu'il ne faudrait pas que des catégories de Français soient délaissées, soient exclues de la dynamique territoriale, de la dynamique économique, des emplois, au prétexte d'un enfermement des villes sur elles-mêmes. Pierre Jacquemin n'est pas d'accord avec vous, il va nous expliquer pourquoi dans un instant. Juste avant, ce que les écologistes vont peut-être changer aussi dans les jours qui viennent. Parce que quand ils ne sont pas élus, les Verts ont très souvent renforcé leur ancrage local. C'est le cas à Marseille, où vous vous trouvez, Alexis Pluyette, ce matin pour BFM TV, et où l'union des gauches fait vaciller la droite. Alors oui, en nombre de voix, la gauche arrive largement devant la droite. Mais attention, rien n'est joué ici à Marseille, parce que vous le savez, cette élection, elle se fait par secteur, 8 élections différentes. Et donc la gauche, le printemps marseillais, l'union des gauches, arrive en tête dans 4 secteurs, dont le 4e secteur, un fief historique de la droite, où Jean-Claude Gaudin, le maire sortant, avait été élu à chaque fois au premier tour depuis 1995. Hier, c'est Olivia Fortin du printemps marseillais qui l'a emporté devant Martine Vassal. Et la droite, elle, avec LR, elle l'emporte dans 3 secteurs, dont le 7e secteur, le 13-14, qui était jusque-là détenu par Stéphane Ravier du Rassemblement national. Donc au total, la droite obtient 39 conseillers municipaux et la gauche, avec le printemps marseillais, 42 conseillers municipaux. C'est donc une situation de blocage pour le moment. Un scrutin qui offre une victoire relative, c'est ce qu'a dit Michel Rubirola du printemps marseillais, et la droite avec Martine Vassal qui refuse de s'avouer vaincue. C'est donc une situation de blocage, et l'issue, elle pourrait venir de Samia Ghali, l'ancienne socialiste qui l'a emporté dans son fief du 8e secteur. Elle décroche 8 conseillers municipaux, et donc maintenant c'est une semaine d'intenses négociations et de tractations qui démarre avant le 3e tour. L'élection du maire, ce sera vendredi en conseil municipal. Donc vous l'avez compris, l'incertitude est totale et le suspense entier ici à Marseille. Ce que j'ai aussi compris, c'est qu'on va vous retrouver vendredi, Alexis. Merci bien sûr pour toutes ces explications. Le dégagisme, la République en marche en est aussi victime lors de ces élections. Un duel gauche-droite à Marseille, plus de LaREM dans de nombreuses communes. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais encore une fois, vous parlez des grandes villes, donc certes, il faut en parler. Je crois qu'il y a une... Lorsque l'on prend la carte de manière globale, on s'aperçoit que les Républicains réalisent quand même des scores très honorables, que le Parti Socialiste, qu'on disait mort et enterré, est de retour. Donc c'est pas simplement les grandes villes. Non, c'est sûr. Écoutez, il faut en tirer les conséquences. Il y a eu un abstentionnisme très important, et c'est ce qui m'inquiète. C'est sur ça qu'il va falloir travailler. Il faut redonner l'envie aux citoyens de participer à la vie démocratique. Un contexte sanitaire particulier, mais aussi il faut faire preuve d'humilité et tenir compte de nos résultats. On espérait mieux, on ne sommes pas arrivés à mieux, si ce n'est encore une fois sur certains territoires où là on voit émerger de nouvelles personnes, où on voit qu'on est arrivé à faire de bons accords et des accords constructifs. Donc tout n'est pas non plus négatif. Et puis les membres du gouvernement qui se sont présentés dans différentes communes ont tout de même réussi et bien gagné. Est-ce que vous avez le sentiment, pardon de vous couper, mais avec ces élections d'être devenu à La République En Marche en quelque sorte un parti comme les autres? On a vu des accords, on a vu des élections imperdables perdues, je pense à Paris notamment. On a l'impression que vous vous êtes dilué un peu finalement par rapport aux promesses faites en 2017. Alors je ne pense
pas, d'autant plus lorsque je vois toutes ces nouvelles personnes émerger dans différentes communes. En revanche, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que vous avez raison, il y a un risque, c'est de devenir un parti comme les autres, et il ne faut surtout pas cela. Donc il y a des échéances à venir, il est important de trouver de nouveaux profils, il ne faut surtout pas que nous fassions du recyclage, que ce soit pour les sénatoriales, que ce soit pour les cantonales, pour les régionales, il va falloir trouver de nouvelles personnalités, associer et continuer à associer les citoyens. C'était dans notre ADN, c'est dans notre ADN, il faut continuer en ce sens, il faut continuer les consultations, il faut continuer à prendre des décisions dans la concertation. Et ça, je crois que c'est essentiel. Mais surtout ne pas oublier qu'il faut absolument associer de nouveaux profils, de nouvelles personnalités et continuer à chercher. On ne se suffit pas à nous-mêmes, ça c'est certain. Quand Robin Reda évoquait tout à l'heure les écologistes, j'ai vu Pierre Jacquemin hausser les sourcils. Pourquoi ? Bon, parce que hier soir, tout le monde était écologiste. Même dans le parti d'Emmanuel Macron, j'entendais le chef des macronistes, Stanislas Guerini, nous expliquer qu'il était écologiste depuis sa plus tendre enfance. Sauf que ce qu'ont dit les électeurs hier, c'est qu'ils voulaient ancrer l'écologie à gauche. Il y a clairement deux lignes qui s'affrontent. Je nie pas le fait que les partis politiques n'aient pas intégré la dimension climatique, la dimension écologique dans leur programme. En revanche, il y a une partie de cette classe politique, et notamment la droite, qui considère que l'écologie est tout à fait compatible avec le système capitaliste, le système productiviste dans lequel on est aujourd'hui ancré. Ce qu'ont dit les écologistes qui ont gagné hier un certain nombre de grandes mairies, c'est qu'ils voulaient rompre. C'est une écologie radicalement différente, c'est-à-dire une écologie qui rompt radicalement avec un certain nombre de mécanismes économiques. Je pense au consumérisme, je pense au productivisme, mais je pense que c'est cette écologie-là qui a gagné. Donc clairement, il y a deux visions qui s'instaurent, et donc certainement dans votre programme, vous avez des dimensions écologiques, mais souvenez-vous, Nicolas Hulot, pourquoi il rompt avec Emmanuel Macron ? Il dit, on ne peut pas conduire une politique écologique en conduisant des politiques économiques telles qu'ils sont appliquées par Emmanuel Macron. Donc je pense que c'est ça aussi le message qui a été envoyé. C'est une écologie de gauche qui a été hier qui a été victorieuse dans des grandes villes de France. Et à travers cette victoire, encore une fois, c'est aussi une remise en cause des politiques économiques qui sont menées et conduites à travers le monde. La dernière chose que je veux dire, c'est que le pari qu'ont fait les écologistes, c'est que aussi la question climatique, la question du défi environnemental, elle se pose aussi à l'échelle des municipalités. On le voit partout dans le monde, dans les grandes villes du monde. D'ailleurs, Anne Hidalgo à Paris, c'est ce qu'elle a voulu faire avec d'autres grandes villes du monde. C'est la première ligne aujourd'hui, les villes, les grandes villes, même les petites villes, qui œuvrent justement pour lutter contre le réchauffement climatique à travers des politiques anti-voiture. On ne peut pas dire que Rachida Dati ait été, même si elle considère qu'elle a un programme écologique, ait été la première à défendre justement l'alternative. Il est dur à arrêter, Pierre. Hein. Non, mais sauf que pour la première fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que les très grandes villes. C'est quand même une écologie qui s'installe, y compris dans des villes tout à fait moyennes, qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément des villes. Poitiers, on ne pense pas à Poitiers comme d'une grande ville. Voilà. Je veux dire, Poitiers, Annecy, Tours, Besançon, c'est-à-dire que ça devient un maillage extrêmement régulier, véritablement. Là, on peut dire que la vague verte, elle est partout, y compris, effectivement, vous le disiez, lorsque Anne Hidalgo, elle, ne s'est pas présentée officiellement sous la barrière écologiste, mais enfin, c'est clairement sur ce pari-là qu'elle a été élue. Et c'est aussi la prime à une forme de sincérité, c'est-à-dire que toutes ces villes et tous ces maires qu'on découvre, pour beaucoup, on découvre leur visage aujourd'hui, n'ayant pas soit véritablement d'ampleur nationale jusqu'à présent, soit même parce qu'ils sont tout nouveaux en politique. Regardez à Lyon, c'est la première fois qu'il se présente, il a eu une carrière avant, qui était une carrière dans les ONG, où il a voyagé à l'international. À Marseille, elle est médecin dans les quartiers nord depuis toujours. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est le pari inverse de celui qui a été fait par La République En Marche à Paris, justement, et ailleurs. C'est-à-dire, ils étaient dans des questions de négociation, contrairement à la spontanéité qui avait pu animer Emmanuel Macron et le parti présidentiel au début, où il y avait tout à faire et où ils sortaient, effectivement, où ils allaient chercher des personnalités très diverses. Là, ça a été, non, à Bordeaux, on veut pas s'allier avec un tel, et puis à Marseille, on veut pas s'allier avec un tel. C'est la vieille politique qui est sanctionnée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Robin Reda et Valérie Gomez-Passac. Vous savez, moi, j'ai été maire, j'ai été réélu hier soir conseiller municipal de ma ville, Juvisy-sur-Orge, et ce que je peux témoigner, c'est que la gestion d'une commune ne supporte pas l'idéologie. Or, les Verts, Europe Écologie Les Verts, ne sont que dans l'idéologie de l'écologie. Et la réalité, c'est qu'ils vont devoir se heurter au sens justement de la gestion d'une commune, parce que on a vu les écologistes, par exemple, faire campagne contre la construction de logements dans les villes, alors même que ce sont les écologistes qui ont promu le modèle de la ville dense. Mais qu'est-ce que vous faites de Grenoble ? Évidemment, Grenoble, c'est intéressant. On a vu évidemment les écologistes faire campagne contre la voiture dans la ville. Certains maires écologistes sont pour la décroissance, c'est-à-dire pour la réduction des emplois. Donc, si les villes ne créent plus d'emplois, si les villes sont inaccessibles aux voitures, si les villes demain ne
ne construisent plus de logements, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va reléguer la pauvreté, ça veut dire qu'on va reléguer la fracture sociale dans les banlieues, dans les périphéries. Moi, je vous oppose quand même deux exemples qui sont très intéressants, en tout cas à analyser. C'est l'exemple de Grenoble et l'exemple de Paris. Parce que Paris, il y a 6 mois, tout le monde tenait votre discours en disant non, mais cette écologie au forceps qui s'impose à une ville comme Paris, qui doit être normalement dans le rayonnement économique et qui tout d'un coup va tout bloquer, etc. Bah, force est de constater que finalement les Parisiens ont trouvé ça suffisamment satisfaisant pour la reconduire et la reconduire même avec une meilleure majorité. Y compris ce qu'il en est de la rue de Rivoli. Et pareil pour Grenoble, qui était la seule ville jusqu'à présent gérée par un écolo qui visiblement a dû satisfaire son électorat puisqu'il l'a là encore confortablement réélu. Alors moi je pense qu'il est essentiel de continuer. Encore une fois, il faut arriver à trouver de nouvelles personnalités. Quand sur une liste il y a les membres d'une même famille, moi quelque part ça me dérange parce que c'est pas cette image-là qu'il faut donner. Il faut au contraire ouvrir davantage. Et juste sur les résultats aussi, alors là je parle de ma circonscription, je vois à Signes, c'est où un maire était décédé lorsqu'il y avait eu problème des décharges illégales, etc., qui avait été renversé. Je vois que celle qui a remporté les élections municipales, c'est celle qui se bat contre les usines d'enrobés, contre la ligne LGV, contre toutes ces priorités. Et je crois qu'il est essentiel de faire remonter tout cela du territoire. Vous voyez, à Marseille aussi, le résultat, est-ce qu'on peut pas se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas non plus cette lutte contre la LGV, donc toutes ces problématiques qu'on nous impose, qu'on nous impose d'en haut, et bien je crois que là il va falloir faire remonter du territoire tout cela parce que c'est compliqué, parce qu'il y a notre réalité rurale, et il faut vraiment arriver à se faire entendre parce que ça peut expliquer aussi beaucoup de choix.